Bonjour à vous tous, salam alaikum. C'est le guide MPP. Je prends l'antenne ce jour, c'est le 5 mai, pour vous dire qu'on est ensemble et je suis très heureux d'être là. Voilà. Donc, partager ce direct, je dirais quand même quelque chose sur la bienveillance, sur le bonheur de vivre. Je vous ferai un petit triangle A, B, C qu'il faut respecter et comment bâtir sa maison, comment être quelqu'un de bien, comment avancer dans la vie et je répondrai à toutes vos questions. Deuxième chose, je suis l'homme le plus heureux de la Terre parce que pendant des jours, pendant des nuits, j'ai travaillé, j'ai médité, j'ai cravaché. Aujourd'hui qu'on est dans une phase d'implémentation de notre projet BKZ, la télévision, qui va peut-être pas révolutionner le monde, loin de là. Et pourquoi pas, quand Zuckerberg créait Facebook, est-ce qu'il savait qu'un petit réseau social va changer le monde? Donc, avec aujourd'hui euh, la télévision BKZ qu'on est en train de mettre sur pied, on veut apporter ce qui manquait, ce qui manquait. Je discutais avec un de mes techniciens hier, qui est un doctorat, hein. Il est d'origine algérienne et il enseigne à la Sorbonne, mais qui va collaborer ou travailler avec nous. Et il me disait, enseignant en journalisme, hein, alors, il me disait, Pépé, en Algérie, les jeunes ont compris qu'ils sont autonomes et décolonisés. C'est-à-dire, des jeunes ont tourné une petite série, on a tourné une série pendant ce ramadan-là, et ils ont créé un truc comme Netflix, et en 2 jours, ils ont eu 400 000 abonnés. Et chaque jour, ils diffusent une série. Et l'inscription, l'abonnement, c'est 2 dirhams, c'est 500 dirhams, donc 2 euros. Et il y a 400 000 abonnés pour regarder la série. Et chaque jour, ils mettent un épisode. Donc, ils ont 400 000 abonnés qui ont payé 2 euros, 500 dirhams. Ça fait 800 000, presque 1 million d'euros. Et ces jeunes peuvent produire une série télévisée pour eux. Vous imaginez, on va faire une télévision pour les gens, pour nous, pour parler, débattre, équilibrer un peu les sujets, prendre ce que les autres disent, prendre aussi ce que les autres disent là-bas, et puis venir confronter à votre intelligence. Et vous allez faire cette télé. C'est mon projet de vie. Bonjour à vous tous. Bonjour à la reine des Akévis. Bonjour à Colette. Bonjour à Dominique Mbora. Bonjour. Déjà en place pour recevoir le savoir et la bénédiction. Ah ben, bien sûr. Bonjour à Keva, à tous et à toutes. Les Juifs disent Boratov. Chacun dit ce qu'il veut. Et puis je reçois un message de Grace Kelly, hein, qui est une sympathique dame qui nous suit. BKZ veut dire quoi? Tondi, tondi. Non, le challenge continue. Continue le challenge. Alors, Grace Kelly me dit, bonjour, cher guide. J'espère que tu vas bien. Je t'envoie ces images pour illustrer tes propos sur la médiocrité des dirigeants de l'Afrique francophone. Effectivement, on est fatigué de la bêtise de nos dirigeants d'Afrique, francophones surtout. Pas tous, mais la plupart. Je t'envoie ces images pour illustrer tes propos sur la médiocrité des dirigeants de l'Afrique francophone. J'avoue que nous avons un sacré retard malgré le potentiel énorme que regorge nos pays, le Cameroun par exemple. On attend impatiemment ta télé qui sera le vecteur d'une prise de conscience réelle pour changer nos mentalités et aller vers le développement et le rayonnement de l'Afrique. Le chemin est long et périlleux, mais avec des leaders comme toi, on y arrivera. Bravo pour ton talent, tes enseignements de très grande qualité. Merci infiniment pour tout. Excellente journée, Mpépé. C'est une sœur qui écrit. Et des messages comme ça, j'en ai une centaine par jour. Et là, j'écris parce que ça me va droit au cœur. Parce que, Et j'adore les choses qu'on n'aime pas entendre. Les... parce que, Et j'adore. parce que tous les jours ici, nous disons que nous pouvons nous développer. Tout le monde peut devenir riche. Tout le monde peut devenir heureux. Tout le monde peut devenir grand, à condition que les gens travaillent.
que les dirigeants se mettent au service du peuple. C'est ça le sens de la politique. Elle m'a envoyé les images de Nairobi au Kenya. Regardez le Kenya. Regardez le Kenya. Quelques photos. Et la télévision, quelle est la télévision qui va vous montrer ça? C'est pour ça que nous aurons dans BKZ Inside Africa, Inside Progress, pour montrer les autres Afriques. Hein? Regardez, des avenues bien tracées, des boulevards, des gratte-ciel, des échangeurs à Nairobi. C'est l'Afrique. Ça ressemble là au Luxembourg. Regardez-moi ça, même en Chine, vous ne trouverez pas de si beaux édifices. C'est l'Afrique, c'est le Kenya. Regardez-moi ça. Vous arrivez à Mombasa, vous arrivez à Nairobi, vous arrivez, c'est partout pareil, c'est beau, les touristes vont là-bas. Regardez les avenues comme ici à la Grande Armée à Paris. Regardez les boulevards, regardez, c'est très bien. Bravo à cette initiative. Voilà aussi ce que nous devons présenter. Nous sommes fatigués de la pauvreté. Nous sommes fatigués comme si on nous a vendus. Voilà une des voies qui dessert Nairobi. Voilà une des voies. Et pourquoi je vais en Côte d'Ivoire? Regardez, voilà. Ça, c'est Nairobi. C'est au Kenya. C'est pas à Dubaï. Et tous les Africains sont fiers. Je vais à Dubaï, je vais à Dubaï. Est-ce que vous êtes déjà allé à Nairobi? Est-ce que vous êtes déjà allé à Abidjan? Est-ce que vous êtes déjà aussi allé voir? Regardez. Voilà Nairobi. Invitez-moi à Nairobi, j'arrive. Invitez-moi, je serai heureux. We are Africa. We are Africans. Above all. Regardez-moi ça, c'est Nairobi au Kenya. Je ne rêve pas. Cette Afrique existe. Cette Afrique existe. Cette Afrique existe. Je ne rêve pas et nous ne travaillons pas pour rien. Cette Afrique, qu'elle soit francophone ou anglophone, existe. Voilà le Kenya. Évidemment, tout n'est peut-être pas parfait. Mais voilà, c'est comme New York, c'est comme Central Park, c'est comme Manhattan. C'est beau l'Afrique. Dieu nous a tout mis là-bas. Il suffit que les gens, surtout les dirigeants, soient moins bêtes pour que les choses bougent autour d'eux. Faites bouger les choses. Et c'est à la jeunesse de prendre ses responsabilités. C'est à vous-même de vous battre. Nous, ça fait 30 ans qu'on a laissé la peau. Ça fait 30 ans qu'on crie dans le vide. Ça fait 30 ans qu'on se moque de nous. Ça fait 30 ans que nous portons ce discours. Quand j'ai créé Akeva, beaucoup se sont moqués, n'est-ce pas? Quand je fais des directs, certains sont méprisants. Ceux qui nous méprisent, on vous donne quoi? À part voler, profiter, jouir, ils vous donnent quoi? Ce que vous prenez comme modèle, ce que vous élisez même, vous donne quoi au quotidien? C'est-à-dire, moi, mère, demain, je fais une télé dans ma cacoyère et je vous donne des enseignements. Ces gens qu'on nomme là, qu'on vote, qu'on fait quoi en Afrique, vous donnent quoi? Regardez le Kenya. Je suis fier, quand je vois des images, je suis fier, des quartiers tracés, c'est comme à Paris, voilà, c'est comme à New York. La circulation est dense, mais tracée, ça fait du bien. Je suis au Kenya, j'arrive au Kenya. Et quand nous disons donc que c'est à nous de présenter, voilà, c'est comme si j'étais en Allemagne. Les oui, les 4 fois 2 voix. Non, c'est ça. 4 fois 2 voies. Ça s'appelle une autoroute. Il y a un pays où tout est simplifié, échangeur simplifié, autoroute simplifiée, et on n'en finit même pas. Regardez, 4 fois 8 voies. 4 fois 8 voies au Kenya. Simplement magique. Quand vous avez dans un pays comme ça, où il y a cette conscience historique, les Jomo Kenyatta. Et vous savez qui était Jomo Kenyatta? Jomo Kenyatta, c'est le père de l'actuel président Kenyatta. Alors, Jomo Kenyatta a dit quelque chose de formidable. Quand ils sont venus chez nous,
Ils avaient la Bible et nous, on avait les terres. Et ils nous ont demandé de fermer les yeux. Et quand on a ouvert les yeux, ils avaient nos terres et ils nous ont donné la Bible. C'est Jomo Kenyatta, le père fondateur du Kenya. Et quand tu as déjà cette conscience-là, ce n'est pas de rejeter l'autre, c'est pas de refuser. Moi, j'ai pas un problème avec. Mais c'est de se questionner que comment, si c'est bien, pourquoi l'autre lui nous donne son livre et il nous vole nos terres? Ça veut dire qu'il est venu nous voler. Donc l'intention. Et dès que le Kenya a compris l'intention de l'autre, il est capable de résister. Dans la vie, posez-vous donc la question chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, même mes sœurs, là, vous qui cherchez l'amour, il n'y a plus d'amour aujourd'hui, hein, vous qui cherchez les vrais hommes, quand quelqu'un vient vers vous, demandez-vous quelle est son intention. Si tu ne sais pas lire l'intention, tu seras dans la fosse, hein, dans la fosse au lion. L'intention, c'est ce qui permet à l'homme d'analyser la situation, le libre arbitre. L'intuition et l'intention, c'est le cours le plus puissant qu'on a à faire chez les hommes, l'intention. Partagez ce direct, je vous dirai des choses extraordinaires. C'est facile de dire oui, on va s'insulter. C'est facile de dire oui, toute cette pauvreté, cette médiocrité, cette miséricorde, cette souffrance que vous déversez sur les réseaux sociaux, je la comprends. Je sais que vous souffrez. Mais nous, on peut vous donner un peu de mentolantum, un peu de baume au cœur. Installez-vous. Alors, la lionne du Woroba me dit, bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Tu verras comme Alassane Ouattara a développé la Côte d'Ivoire. Je ne doute pas une seule seconde. Sinon, je ne viendrai pas en Côte d'Ivoire. Je ne vais plus dans des pays où les gens sont inaptes au développement. Et les dirigeants surtout. Je ne mettrai plus jamais mes pieds dans un pays où les gens sont réfractaires au progrès. Ils justifient la bêtise par la bêtise parce que eux, ils sont sortis de leur vieille poubelle, leur vieille carcasse pour être nommés dans ces gouvernements et ils sont prêts à soutenir la mort dans l'âme, que tout va bien. C'est un déni, c'est une maladie psychique. J'aime les pays où on affronte la réalité, même quand elle est dure. Regardez avec la force, avec quelle force Ouattara a abordé les échéances. La crise économique et la crise politique d'abord. Parce que nous n'étions pas loin d'une grosse crise politique en Côte d'Ivoire en 2020. Comment faire quand on perd un premier ministre à 3 semaines de l'élection, alors qu'on a annoncé sa retraite? Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Il a dit j'y vais. Est-ce qu'on va lui donner un quitus? Oui, moi je donne. Je donne à chacun de faire son jugement. Et puis après, il nomme un autre premier ministre, père à leurs âmes, et il dit, je commence à te laisser les charges. Le monsieur sympathique, Ahmed, décède. Le président se retrouve, il est obligé de reconfigurer, mais l'équipe qu'il met en place aujourd'hui avec Patrick Hachi, le Premier ministre, Kandia Camara, Relations extérieures, Touré, Dano, au sport, Touré à la jeunesse, je pense, toute cette équipe-là, pour moi, est une équipe qui est en train d'aller vers une nouvelle Côte d'Ivoire. Et c'est ça que je m'en vais voir. Le reste ne m'intéresse pas. Je ne fais pas de commentaires, les frustrés. Vous savez, la politique, demandez-vous toujours quelle est l'intention. Moi, mon intention est claire. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime la paix. J'aime le travail qui s'y fait. J'aime le métro qui s'y développe. J'aime les ouvertures. Vous avez vu, le ministre français était là-bas, Bruno Le Maire, visiter les grands travaux. Alors, j'aimerais bien que les panafricanistes nous disent en quoi les grands travaux que la France fait dans un pays africain, où les jeunes Africains aussi bénéficient de ces infrastructures, en quoi c'est mauvais. Ce qu'on fait dans vos pays, vous ne faites rien. Vous entretenez la blessure, la plaie, la poubelle, les odeurs, la poussière. Quelqu'un veut vous balayer la poussière devant votre poste, c'est à vous de fixer les conditions. Rien n'est parfait dans la vie. On doit tout arracher. J'étais à Abidjan plusieurs fois, j'avoue que les infrastructures sont impressionnantes. Mais ils ont opté pour le développement. Je ne suis pas l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, je ne reçois pas un centime là-dessus. Dieu m'en préserve d'ailleurs. Mais je suis heureux
Nous aussi, je vous ai montré les images du Kenya. Est-ce que je suis payé par le Kenya? Mais il faut aussi que nous présentons ce qui est beau. La violence est terrible pour la foule des plus petits. La violence est terrible. Vous ne pouvez pas comprendre quand on passe le temps à marteler les cris, les singes, les tours, les youyou, la guerre. C'est le chaos permanent. Regardez au Tchad, c'est le chaos. Si on ne sauve pas ce pays, c'est le chaos. La junte militaire n'a pas sa place là-bas. Il faut absolument qu'une élite politique jeune se mette en place. Comme on parle de Masra, succès Masra, mon jeune camarade, et quelques succès Masra prennent, et je sais pas, les autres, levez-vous et prenez votre pays en main. Un pays qui n'a fait que tirer. Donc, Gukuni Wedei, de ceci, de Tombalbaï, Gukuni Wedei, Isenabre, ceci, Déby, rien que les guerres. Comment on peut vivre dans une guerre permanente? Comment vous allez créer l'école quand? L'université quand? Les instituts de formation, les ingénieries quand? La science? L'hôpital? Merci le guide, merci vraiment. Les Africains idéalistes ou panafricains arrêtent de raconter n'importe quoi pendant qu'ils se trouvent en Europe chez le bon. À la limite même, ma chère Lyon, je ne les culpabilise pas. Je dis juste que ils n'ont pas écouté autre chose. Il faut qu'on écoute autre chose en Afrique. Et le monde aujourd'hui a besoin de changer. C'est pour ça qu'on fait la télévision. Donc merci de vous connecter, merci de partager. Donc je disais que dans toute chose, cherchez l'intuition. Cherchez l'intuition. Cherchez l'intuition. Nous devons chercher l'intuition. Nous devons, nous devons arrêter cette victimisation stérile. Nous devons arrêter de pleurnicher. Nous devons aussi aller. Les nations aujourd'hui s'embrassent. Les plus faibles sont étouffés dans ces embrassades. C'est à vous de vous muscler le torse. C'est à vous de décider. Vous savez la bataille qu'il faut pour mettre un métro dans un pays? Déjà, même les trains de l'arrière-indépendance n'arrivent pas à circuler dans certains pays. Déjà, même les trains de la Deuxième Guerre mondiale n'arrivent pas à circuler. Le métro, c'est la science absolue. Il faut des cathéters, il faut du courant, il faut des nouvelles lignes, il faut creuser le sous-sol, il faut paramétrer des centrales de logiciels. Il faut en même temps laisser la capacité de s'ouvrir au monde. Le métro, il y a quelques villes en Afrique. Comptez les villes en Afrique qui peuvent avoir le métro. Et nous sommes en Afrique francophone, avec tout ce qu'on dit sur l'Afrique francophone. Comptez des pays au monde qui peuvent avoir des métros. Même en Italie, il y a des villes qui n'ont pas le métro. Je pense que Rome ou Milan n'a pas de métro. Parce qu'il faut creuser une autre ville sous terre. Un métro peut porter 10 à 20 millions de personnes par jour. En 2-3 minutes, on fait... Le métro, c'est 80, 120, 150 km/h. Alors, vous imaginez que vous pouvez relier toute la capitale ivoirienne en 5 minutes? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il faut qu'en Afrique, on apprenne à regarder ce qu'on gagne, pas à casser toujours tout. Il faut que nous apprenions aussi à respecter ceux qui osent, ceux qui travaillent. Mori Kumala Mbane, bonjour à vous tous. Ceux qui veulent me rencontrer à Abidjan, je serai à l'hôtel Pullman et la conférence sera le 9 dans les jardins autour de la piscine ou dans une salle bien affrétée, mais à l'hôtel Pullman, donc vous pouvez m'écrire déjà inbox ou faire par WhatsApp des réservations. Il y a plein de gens qui m'attendent déjà sur Abidjan. Je suis heureux. Je suis heureux. Malone Kana, j'espère que tu viendras. Donc, Aquaba, merci à vous. Je viens dans tous les pays africains pour porter cette voix
Je suis fatigué, on ne va pas vieillir. Voilà la barbe blanche qui sort. Toute une vie de misère. Toute une vie à crier qu'on a tué Lumumba, on a tué Sankara, on a tué Oumiobe, on a tué... Mais ceux qui sont vivants et qui travaillent, qu'est-ce que vous en faites? Vos génies qui créent tous les jours, où ils sont? Où est-ce qu'ils exposent? L'Afrique envoie près de 800 milliards de dollars chaque année, les immigrés, la diaspora. Comment faire si ces gens ne peuvent pas rentrer chez eux? Si ces gens ne peuvent pas investir? Si ces gens ne peuvent pas s'ouvrir? Alors, dès qu'il y a une petite fragilité, la guerre commence. Et ceux qui aiment un peuple ne peuvent pas souhaiter la guerre. On ne peut pas souhaiter la guerre. Et c'est pour ça que nous devons être miséricordieux envers ceux qui ne sont rien et qui n'ont rien. D'ailleurs, Dieu dit heureux ceux qui sont intelligents envers les pauvres. L'Afrique aujourd'hui, injustement, est considérée comme pauvre. Parce que même les intellectuels veulent la maintenir pauvre. Même ceux qui ont accès aux médias, ceux qui sont assis à la télé, au lieu d'aider les gens à progresser, à avancer, ils veulent soumettre l'Afrique à leur diktat de vision. Ils veulent soumettre l'Afrique à leur pauvreté, à leur égoïsme personnel, à leur ambition politique. Tout le monde a de l'ambition. Tout le monde a de l'ambition. Je ne rêvais pas de passer ma vie assis là sur Facebook à crier. Je rêvais aussi d'être président dans mon pays. Parce que j'ai fait des études pour, j'ai travaillé pour. Mais si aujourd'hui je ne suis pas président, je devrais acheter les armes pour les détruire, c'est un choix. Un pays n'a pas des gens indispensables. Un pays fait avec les gens qui sont présents. C'est l'histoire des gens présents. Et j'aimerais vous dire en réalité, chers frères et sœurs, que l'histoire n'est pas derrière nous, l'histoire avance. L'histoire est devant. L'histoire se fait. C'est bizarre parce que le futur, c'est le passé qui se prépare aujourd'hui. N'est-ce pas? Le futur, c'est le passé qui s'est déjà passé ou qui va venir. C'est le passé qui est venu. Le live que je fais là, c'est déjà le passé. Mais pour que je pense à ce passé, il faut que je pense, que je l'imagine, que je me projette. Donc c'est un futur, le passé. L'histoire, donc, c'est devant. Jeunesse africaine, votre histoire, c'est devant. Je pense que c'est une belle phrase que moi-même je vais écrire. L'histoire, c'est devant. Jeunesse, jeunesse, l'histoire, il faut le savoir, c'est devant. Je suis en train d'écrire un livre actuellement et il faut noter, moi-même je dis des choses qui me surprennent parfois et je note parce qu'elles sont belles. Il faut aimer ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. C'est pour ça qu'on fera une télé, pas de l'esbrouf, pas une télé qui porte pour aller arracher l'argent des vieux croulants. C'est une télé où des gens réfléchissent ensemble pour faire avancer les mentalités, pour faire des affaires, pour réfléchir, former, enseigner, dicter, divertir. Parfaitement d'accord avec toi, Mpépé. Pourquoi refuser d'oser? Nous avons besoin de super infrastructures en Afrique pour aller de l'avant. Mais comment on va enfermer l'Afrique dans une haine catégorielle, une haine catégorique, une haine définitive? Je comprends qu'il y a des frustrations. Moi aussi, je suis frustré. Vous croyez que quoi? Vous croyez que je dois passer ma vie derrière mon petit bureau à écrire des livres que personne n'achète, que personne ne lit, que personne n'écrit? Personne. Mais alors, est-ce que c'est pour ça que je dois détruire la vie de la jeunesse, la mienne aussi? Est-ce que je dois accepter d'être battu ou de continuer de véhiculer des idées, de la pensée? Pensons à l'avenir. L'Afrique est un continent ouvert et tout est possible. Même avec les colons d'hier, même avec nos ennemis d'hier, même avec les tyrans d'hier, même avec les fous, les sorciers, les vendeurs d'hommes d'hier, nous pouvons nous asseoir sur la table pour négocier et avancer. Et Houphouët-Boigny avait compris ça. Ça sert à rien de crier. Ça sert à rien de crier. C'est celui qui a cassé qui a la solution. Il va reconstruire. Vous devez reconstruire l'Afrique.
Mais si, pendant que les autres veulent reconstruire, vous êtes encore là pour dire non, on ne veut pas de vous, qui va vous aider à construire? Qui va donner les grues? Qui va donner les pelletières? Qui va donner du ciment? Qui va donner du savoir? Qui va donner de l'infrastructure? Ça change la vie, n'est-ce pas? Je connais des pays où les planteurs sont des travailleurs. Des pays où les gens cultivent du matin au soir. Les mamans portent des régimes de bananes et déposent au bord de la route et ça pourrit sur place parce qu'il n'y a pas de route. Pour aller dans la capitale, même à 20 km, même à 50 km. Alors, des pays où il y a l'autoroute, vous imaginez le commerçant qui reste à 600 km de la capitale peut aller vendre ses produits en 3 heures, 4 heures, et il rentre. Ça change le monde. L'autoroute de l'information, la 5G, l'autoroute de la route, ça change la vie. C'est tout. Le peuple en Afrique n'est pas exigeant. En Afrique, le peuple sait qu'il est né pauvre. Le peuple sait qu'il est fou. Le peuple sait qu'il est sale. Le peuple sait qu'on ne l'aime pas. Le peuple ne dérange pas les riches. Le peuple ne veut même pas être au courant de vos bêtises. Le peuple veut juste qu'on lui donne un peu de pain, un peu de galette, un peu d'attiéké, c'est tout. Ici, à 1er mai, vous avez vu, à Paris, c'était partout, la casse, les syndicats, c'est la lutte. Parce que le 1er mai, à l'origine, c'est pour défendre les droits des travailleurs. En Afrique, j'ai vu un pays, les gens sont en train de boire, ils dansent, ils fêtent pour des salaires de 30 € par mois. Parce que le peuple est fataliste. Les gens acceptent, ils sont miséricordieux, ils sont pauvres d'esprit, ils n'ont rien. Ils trouvent même que parler, c'est dur. Et un peuple comme ça, il faut leur donner, il faut lui donner aussi juste un peu de dignité. Juste un peu de dignité. Et le peuple a peur. Le peuple a peur. Et je le disais, pour bien vivre dans ce monde, il faut élever son état émotionnel. Laissez la peur, la jalousie, l'aigreur, les injures, les basses choses. Élever l'état émotionnel vous donne la grandeur, chers frères et sœurs. C'est une église, finalement, qu'il nous faut, n'est-ce pas? Et je vous ai dit, on ne peut pas aimer et avoir peur. On ne peut pas aimer et avoir peur. Parce que l'amour, c'est la liberté. Le peuple africain a droit à la liberté. La liberté de vendre son plantain, la liberté de vendre son foufou, la liberté de vendre son gari, la liberté d'aller se soigner, la liberté de monter, de descendre, la liberté d'avoir la lumière, la liberté de lire, la liberté de vivre. Il faut donc beaucoup d'amour et quand tu aimes, tu ne peux pas avoir peur. Nous avons peur. Peur de nos dirigeants, peur de nous-mêmes, peur de nos familles, peur, peur. La peur est partout en Afrique. La moitié de l'humanité ne peut pas vivre dans l'obscurité. Je salue ceux qui se battent. Donc nous allons être à Abidjan. J'arrive le 5 juin et nous serons à l'hôtel Pullman et j'aimerais que tous les Ivoiriens viennent au moins échanger et manger avec moi. Je suis très fier parce que je sais que nous devons plus subir. Le temps passe tellement vite. Vous savez, il y a 20 ans, dans ce Paris, nous étions aussi des jeunes garçons. On courait, on avait plein de projets, on avait les dossiers, on était confiants. Mais le temps passe, je me dis, l'affaire ici nous a dépassés. L'affaire ici, on ne peut pas. Parce que vous trouvez en Afrique des vieilles mentalités. Vous savez même pas ce que veulent les gens. Ils sont méchants. Les gens sont méchants. Vous savez pas. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Parfois, je réfléchis, je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi?
Et un peuple qui trouve toujours des excuses pour masquer ses échecs et ses peurs est un peuple esclavagisé. C'est un peuple d'esclaves. J'aime, j'aime les gens qui se lèvent. J'aime les gens qui disent non. J'aime les gens qui disent oui au progrès. J'aime les gens. Boris, je suis très fier et du cadeau que tu as fait à ton fiston. Il est là, il va le recevoir. Bravo. Hein. Alors, les gens sont vraiment méchants en Afrique. Mais la question, c'est pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les gens sont méchants en Afrique? Pourquoi les gens sont, pourquoi les gens sont en arrière? Les gens sont en arrière parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la miséricorde. Ils ne savent pas ce qu'on ce qu'on appelle donner. Les pauvres sont plus pauvres. La petite richesse là est entre les mains des méchants, des petits nullards vicieux qui ont peur eux-mêmes du peuple et le peuple a peur. Donc il faut une sorte de médiation. Et la médiation, c'est le début de la liberté. Hmm. Le degré le plus bas de pauvreté, c'est la peur. Notez-le, chers frères et sœurs. Notez-le. Et c'est l'abbé Pierre qui disait que ceux qui disent que nous sommes en paix, c'est ceux qui ont tout dans leur assiette. Hmm. La politique en Afrique, c'est pour devenir riche, construire des maisons pour eux et leur famille. C'est pas faux. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans toute l'Afrique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, pardon, même quand je regarde la diaspora ici, je ris. Je sens beaucoup de désordre. Je sens beaucoup de souffrance. Je sens beaucoup de pitié. Et les gens font pitié. On sort du boulot comme des fous. Les gens dorment au travail. Les gens se lèvent à 4 heures pour aller gagner 1 000 euros, 1 200. Et tous ces efforts-là, parfois pour rien. Justement parce qu'en Afrique, on a assassiné la réussite. On a poussé la jeunesse à fuir. Et la jeunesse elle-même a accepté de fuir. Parce qu'elle est tombée entre les mains de ceux qui la critiquent à tout bout de champ. Elle est tombée entre les mains de ceux qui lui disent d'attendre demain, repousser toujours. Elle est tombée entre les mains de ceux qui présentent des excuses pour ne pas balayer la route, créer un hôpital. Numéro Lomi, bonjour, bonjour. Je suis très content d'être là avec vous. D'ailleurs, posez vos questions. Pourquoi je suis même pressé? Est-ce que je cours avec quelqu'un? Gérald Becker, mon petit. Alors, voici ton livre que je dédicace entre-temps. Posez vos questions, hein, je vais répondre à toutes les questions. N'est-ce pas? On est d'accord ou pas? Mhm. On est d'accord. Hmm. Je dédicace un petit livre entre-temps, partagez le direct. Vérité, cela touche les uns et les autres. Merci d'être connecté, merci d'être connecté. Permettez-moi, pour que je n'oublie pas, hein,
Les trois assassins de la réussite, ceux qui nous critiquent tout le temps. À mon très cher Gerard Baker. Dis donc, c'est un Américain. On a des enfants qui sont déjà américanisés, hein. Gerard Baker. Partagez le direct. Je vais vous dire pourquoi nous devons réussir ensemble. Ce livre est très puissant. Et évidemment, le guide Mpépé. Fondateur d'Akeva Bank. N'est-ce pas? Voilà. Mais c'est le plus grand bonheur d'un auteur, c'est d'écrire. Et dès qu'il est écrit, il faut qu'on lise. Si vous attendez que les autres vendent vos choses, personne ne va jamais vendre vos choses, plus que vous-même. La dédicace, ça ne nous enrichit pas, un livre, mais ça permet de donner, de partager un peu de savoir. C'est quoi avoir une vraie richesse, mon oncle? Voilà ma question. Être riche, c'est quoi? Ah ben je réponds. Hein, ma fille Reshiona, ben, je sais que tu es une très grande fille déjà et que tu t'émancipes, tu es une jeune intellectuelle, bravo. Alors, mais c'est quoi être riche? Alors, pendant longtemps en Afrique, la richesse, c'était la famille, dont les relations, ses enfants. C'était aussi sa cacaoyère ou sa palmeraie ou ces petites choses. C'était aussi le bonheur de manger ensemble le soir. La richesse, c'était les hommes. Bodunbende Bonam. C'est la famille, c'est les gens qui nous entouraient en réalité, c'était l'homme qui était la richesse. Il y a de richesse que d'hommes. Et puis est arrivé le système d'esclavage, dans le capitalisme. L'esclavage ne va jamais finir, où on a commencé à utiliser les gens pour nous enrichir, pour produire, pour créer la richesse. On a commencé à utiliser les gens. Et quand les gens se sont fatigués d'être utilisés, ça a commencé à déranger. Pendant 400 ans, on a remplacé l'homme par la machine. Et la machine aujourd'hui est en train de prendre la place. Les robots sont partout. Et les gens ont déplacé les valeurs humaines. Aujourd'hui, l'homme vaut une machine ou une machine vaut 1000 hommes. Et on ne juge plus le travail aujourd'hui. On te compare aujourd'hui. Quand tu amènes ton CV, on regarde, on dit non, le robot peut faire 1000 boîtes de sardines par heure. Donc, on veut que l'homme devienne comme une machine. On nous a chosifiés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive pas. Les gens ont commencé donc à chercher aussi à s'acheter des biens par le capital. Or, tu ne peux pas être dans le capitalisme pur si tu n'utilises pas les gens, ou les cerveaux des gens, ou les bras des gens. Et c'est pour ça qu'il faut toujours du cœur, même quand on fait les affaires. Ceux qui font les affaires sans cœur, sans bonté, sans miséricorde, sans donner, ne peuvent jamais se développer. Et depuis, en Europe, donc, ils ont créé des systèmes pour dire stop. On va utiliser les gens, mais jusqu'à un niveau. Le droit du travail, le droit des congés payés, congés de maternité, congés de ceci. On a fait avancer la société, ils ont dit stop. Nous devons protéger les femmes, les enfants et les hommes. Ça s'appelle une société de droit. Le contrat social, Rousseau. Ils ont commencé à écrire tout ça. On a commencé à faire les constitutions, les Montesquieu ont commencé à réfléchir, l'esprit des lois, comment on doit vivre en société, qui doit faire quoi, comment séparer l'État de la religion, l'État de ceci, l'État du quartier, l'État de...
le pouvoir de l'État, administratif, judiciaire, tout ça exécutif, on a commencé à séparer la société. Ils ont commencé à construire pour que l'homme ne meure pas. Bizarrement, en Afrique, où nous on avait tout ça, il n'y avait que l'homme qui comptait. On prenait des nouvelles. On a pu faire ce travail. On nous a créé des sociétés sur le papier. On a jeté sur le terrain et les gens ne savent pas où ils vont. Les gens n'ont pas une conscience nationale. Les gens commencent à créer des valeurs qui ne nous concernent pas et il faut s'adapter ou mourir, vivre ou périr. Abel Migolet, bonjour monsieur, bravo, chaque chose en son temps, chaque temps en sa chose. Vous êtes un relais dans le temps, marquez votre temps et que la force soit avec vous, Akira. Oui, j'ai finalement compris, mais vous allez, ce direct-là, vous croyez qu'on va attendre que quelqu'un sorte de la Sorbonne et lui, il est de la Normandie, il vient parler aux gens à Dakar? Qu'est-ce qu'un Breton a à foutre avec vous? Qu'est-ce qu'un Anglais a à foutre avec votre misère? Chaque peuple réfléchit d'abord pour sa maison. C'est pour ça que les trois piliers qui fondent la vie, le monde en réalité n'existe pas. Le monde, c'est chacun chez Baye, chacun dans sa maison, chacun dans son petit triangle, n'est-ce pas? Chacun doit, d'abord pour participer à l'éclosion du monde, être assuré qu'il a bâti sa fondation. À titre personnel, à titre des nations, à titre aussi des hommes, mais il faut chacun, il faut que chacun bâtisse. On ne peut pas bâtir un pays sans, on ne peut pas bâtir une nation, on ne peut pas bâtir un homme sans la conscience, dans l'aumône, la prière, la gratitude. Qu'est-ce que je veux? La prière, c'est qu'est-ce que je veux? C'est pas une plainte, c'est qu'est-ce que j'attends, n'est-ce pas? En réalité, on ne doit même pas dire prière. C'est pour ça que beaucoup disent méditation. Vous n'avez rien à demander à Dieu, puisque c'est Dieu qui vous a créé. Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu veux l'argent. Dieu sait qu'il te faut une bonne femme. Et Dieu t'a déjà répondu. Maintenant, tu dois dire à Dieu, aide-moi à comprendre le message, Seigneur. Où est-ce que tu as caché mon chocolat? Vous voyez? Et quand j'écoute le niveau des pasteurs, des prêtres, là, ils se débrouillent, mais ils n'ont pas le niveau pour la plupart. Ils ne peuvent pas comprendre cette dimension transhumaine de l'intelligence pour expliquer aux gens terre à terre. N'est-ce pas? Ali Fofana, je suis à Abidjan. Le 5 juin, j'atterris, les gens seront là à l'aéroport en train de m'accueillir, mais je serai déjà à l'hôtel Pullman et je vais aller partout. Et j'espère que vous serez à ma conférence. Mais réservez déjà si vous n'avez pas encore fait. Est-ce que vous serez là, Ali Fofana, en note, hein? Bon, après, je vais transmettre aux équipes. Je vais transmettre aux équipes, évidemment, mais je serai heureux. Je serai heureux d'être là avec vous. Donc, je vous disais que pour que Dieu, non, il faut réapprendre aux gens à comprendre le monde en réalité. Dieu t'a créé, Dieu nous a tous créés. Il y a une force, il y a une énergie qui nous a permis d'être là. On aurait pu être mort ou ne pas vivre. Alors, quand tu es là, tu dis à Dieu, Dieu, j'ai faim. Comment Dieu, tu demandes à Dieu que tu as faim, tu veux qu'il fasse quoi? Est-ce qu'il est cuisinier? Hmm? Est-ce qu'il est cuisinier, Dieu? Si tout le monde a faim au même moment, nous sommes 7 milliards. Et les fourmis et les insectes, les chiens ou les chimpanzés, les gorilles, hein, les lézards. Si chaque lézard vient, Dieu, j'ai faim, mais donc Dieu n'existe pas à la fin.
Par contre, comment faire pour avoir la nourriture qui est quelque part, qu'on m'a gardé? Dieu nous a mis les paquets de chocolat partout là. Vous connaissez les œufs de Pâques là pour les enfants. On met les œufs de Pâques dans le jardin. Quand l'enfant se lève le matin pour les œufs de Pâques, je ne sais pas si ça existe encore, c'est une tradition, hein, il faut que chaque enfant cherche dans la maison ou dans le jardin. Et puis il y a d'autres qui trouvent plus que d'autres, parce qu'ils se sont levés tôt, parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils reniflent. Mais c'est Dieu. Donc Dieu doit vous donner la clairvoyance, la force, la sagesse, la capacité de comprendre. Aujourd'hui, j'ai monté une télévision avec un frère, avec une bonne équipe, mon frère jumeau, et nous sommes en train de travailler pour là. J'ai rêvé. Nous avons rêvé. Dieu nous a unis quelque part. Il y a un toujours qui a plus de moyens que l'autre, l'autre a plus d'idées que l'autre, et Dieu vous dit, mettez-vous ensemble. Mais c'est pas à Dieu de te donner l'argent pour créer ta société. Dieu te met quelqu'un que tu croises sur ta route. Pareil en amour. Seigneur, me voici, je suis prête. Où est le mari que tu m'as promis? Comment faire pour l'attraper? Tu ne veux pas dire, Dieu, donne-moi le mari, mais Dieu va t'envoyer celui. C'est toi qui dessines ton mari dans ta tête. Tu dessines ta femme dans ta tête. Les critères, on n'a pas dit, les critères, ça ne veut pas dire une grosse voiture. Je peux aller la louer là, je t'épouse. Hein? Est-ce que cet homme a les valeurs que je veux? Est-ce qu'il peut me faire des enfants? Est-ce qu'on peut être en harmonie? Est-ce qu'on peut vivre? C'est ça qu'on appelle Dieu. Je vais expliquer ça même à Abidjan à la conférence. Il faut porter ce message aux Africains parce qu'on nous a trop menti. On nous a raconté des saloperies pendant 2000 ans de bavardage. On nous a détruit la pensée. On a raconté tout et n'importe quoi. La conscience est passée par là. Et aujourd'hui, il faut un nouveau discours. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Dès que tu fais ce discours, c'est ça qu'on appelle le coaching en réalité. Tu te lèves, tu te crées, tu te réinventes, tu avances. Je connais l'histoire d'une dame qui avait demandé à Dieu, donne-moi un homme riche. Pendant ce temps, l'homme aussi disait à Dieu, donne-moi une dame qui est célèbre et qui est aussi. Et l'homme s'est habillé de chaînes en or. Il allait suivre là où il allait calculer la femme et la femme était dans un théâtre puisqu'elle fait de la comédie. Et au lieu de jouer, d'exceller dans son don, elle regardait dans la salle l'homme riche. Et qu'est-ce qui brille dans les soirées là? Les chaînes en or fausses de Dubaï. Et puis, l'homme riche, entre guillemets, est venu faire quelques billets de banque. L'actrice de théâtre a cru que c'était un homme riche, alors que l'homme n'avait même pas un compte en banque. Et parfois même, c'est un bandit, un repris de justice. Donc, nous devons être sincères avec ce que nous demandons. Donc, il faut, dans les piliers qui font vos vies, un, le monde. Comment on convoque? Comment on convoque les esprits? Comment on prie? Comment on prie? Comment on demande? Comment on va vers la route qui nous est destinée? Et puis, deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la bonté, la bienveillance. Tout le monde veut quelque chose, mais personne ne veut jamais donner. C'est quel pays ça? Dieu juge un grand homme par sa capacité à se comporter avec les pauvres. Rester en éveil avec le pauvre. La Bible dit, heureux celui qui est intelligent avec les pauvres. Moi, j'écoute beaucoup les juifs qui sont mes amis pour la plupart parce que j'aime cette force mentale-là. Il y a quelque chose dans ce peuple-là qui nous parle. Il y a quelque chose chez les juifs qui nous parle. Ils appellent ça la sadaka.
Sedaka. Sadaka de chez nous aussi, ça existe, le partage. Mais c'est pas le partage de voilà ma bouillie, hein, voilà mon non. C'est le comportement que nous avons envers les pauvres, envers ceux qui n'ont rien, envers ceux qui veulent de l'aide. Moi, de ma petite position aujourd'hui, je peux donner un peu d'aide. Je peux partager un peu de savoir. Pas parce que je suis super brillant, forcément, mais c'est parce que j'ai lu des choses que vous ne lirez jamais peut-être. Il faut partager avec vous. Comment on se comporte? Alors, il y a deux attitudes. Il y a deux attitudes. Il faut, il faut être juste envers les pauvres, envers les petits, envers les miséricordieux. On regarde la capacité d'un grand homme par sa manière à se comporter avec la pauvre veuve, avec l'enfant qui n'a pas de nourriture, avec l'orphelin, avec le vieux sale, avec le malade. N'est-ce pas? Dieu vous l'a dit, va et aborde ceux qui sont dans le besoin. Et si l'Afrique, où on a créé la solidarité, devait revenir à ces petites choses-là, la vie n'est pas compliquée. Aujourd'hui, chacun vient exposer son diplôme sur Facebook. Son égoïsme, c'est de dire, moi, je suis plus que vous, mais est-ce que tu t'es rassuré que les gens là veulent savoir qui tu es? Donne-leur ce que tu as. Partage avec eux. Partageons. Est-ce que nous partageons? C'est très fort. Partagez ce direct déjà. Déjà, les gens ne partagent pas. Si même ce direct, vous ne partagez pas. Si même ce direct, vous n'arrivez pas à partager. Est-ce que vous savez que les pauvres sont écrasés par les difficultés? Est-ce que vous savez que les pauvres sont écrasés par la misère, par le mépris, par le regard qu'on porte sur eux? Je peux en parler parce que je peux être, je peux être considéré comme riche d'une extraction sociale bourgeoise. Et j'ai traversé des périodes très pauvres, difficiles, difficiles, d'abandon, de rejet, même par les miens. Et je me suis relevé, je suis en train de me relever, et je ne fais que donner aussi. Même étant sous un lit de malade, je faisais des lives pour partager la connaissance. Personne ne le savait, ça. Et les gens se moquaient de moi. Mais où sont ces voitures? Où sont ces maisons? Où sont ces plantations? Et j'ai compris que je ne donnais pas la vraie valeur à la vraie vie, l'amour, au vrai sens, au vrai bonheur. Je ne donnais pas. Je ne donnais pas. J'ai compris que nous ne tournons pas souvent assez de regards vers les plus petits. En Europe, regardez la solidarité. Vous êtes tous en Europe pour la plupart, ceux qui sont connectés. Arrêtons de critiquer, de dire du n'importe quoi. Regardez comment ils ont vu ce que c'est que la solidarité chez nous et ils sont venus l'appliquer. Tout le monde peut se soigner. Quand vous avez faim, il y a le social dans chaque ville. Les mamans sont alignées là. Je passe parfois moi-même servir des repas. Vous voyez des riches, des retraités, des vieux, les gens se garent pour donner à manger, pour aider. En Afrique, aujourd'hui, quand vous arrivez dans les capitales africaines, les Noirs qui ont un peu d'argent sont plus méchants que les expatriés, les Blancs qui sont dans leur pays. Parfois même les Européens baissent la vitre, ils donnent. Mais le Noir qui a réussi teinte les vitres. Il est dans son pays, il est en Afrique, face à ses propres frères et sœurs du village. Et il les méprise. Surtout quand il est même encore leader politique. Maire, député, ministre. Alors là, on frise la bêtise absolue. La grandeur, c'est d'être supérieur aux autres.
Regardons-nous aujourd'hui comment l'égoïsme, nous aimons critiquer, nous venons même ici, mais nous ne voulons pas apprendre. Je n'ai pas dit de donner forcément il ne faut pas distribuer les billets de banque, voler pour aller distribuer 1 millième de ce qu'on a pour dire qu'on fait les dons. C'est pas ça. Mais je parle aujourd'hui de la miséricorde en réalité. La miséricorde, c'est... Vous ne pouvez pas imaginer quand on est pauvre le regard que les gens vous jettent, comme si vous êtes inutile. Vous ne pouvez pas imaginer quand vous n'avez pas le capital, comment les gens vous traitent. Et du jour au lendemain, dès que vous avez un peu de moyens, toute la famille change. Tous les regards changent. Les gens commencent à vous vénérer. Et on ne juge plus votre valeur. Un esprit éveillé doit remplir les vertus essentielles de la vie. Oui, j'ai l'impression que nous ne faisons plus assez ce discours. Nous ne tenons plus assez ce genre de discours. Et aujourd'hui que je suis très proche de, de... Vous savez pas, moi je suis né, j'ai grandi à Bonapriso, dans un quartier très huppé de Douala. Je peux vous dire que tous ces gens-là qui étaient là étaient des esclavagistes, étaient des racistes noirs. Et cette race de racistes noirs-là, africains, ils sont dans tous ces pays-là, toutes ces capitales-là. C'est eux qui sont même allés à l'école. Est-ce que l'école occidentale, c'est pour nous rendre idiots et esclavagistes, méprisants, méchants, bêtes, sauvages? C'est quoi la valeur de la richesse? Quand vous voyez les Bill Gates aujourd'hui créer des fondations, c'est pour ça qu'ils vous vaccinent. C'est pour ça qu'ils financent les vaccins. Et les mêmes milliardaires que vous avez dans vos pays commencent à dire on ne va pas se vacciner. Vous allez vous vacciner. Parce que les autres ont pris leurs bénéfices, ils ont mis dans la recherche. Que ce soit bon ou pas, ils ont mis dans la recherche. Louis Vuitton nous prend 1 000 € souvent de parfum, mais il reverse quand même 50 € pour sa fondation. En Afrique, les gens gagnent des milliards, ils volent, ils détruisent les pays, et même le millième, là, ils ne donnent pas au peuple. Même le regard. Alors, il y a deux catégories de gens. Un, et il faut bien les distinguer, parce qu'il y a une crise politique énorme aujourd'hui, il y a une crise économique, une crise culturelle, une crise de confiance, de conscience. Est-ce que tu attends qu'on vienne chez toi? Première catégorie. Est-ce que tu attends que le pauvre vienne chez toi pour donner? Ou est-ce que tu attends que le pauvre t'attende sur place? Est-ce que tu te déplaces? Je préfère être de la deuxième catégorie. Mais la première déjà est bonne. On a des gens qui... Parce que parfois, quelqu'un est tellement dans les difficultés qu'il n'arrive même pas à parler, qu'il n'arrive même pas à se déplacer. Toi, déplace-toi. L'humilité, c'est quoi? Et les gens font souvent des choses pour nous condamner. Qui est plus humble qu'un type comme moi, qui, au lieu de lire mes livres et faire mes affaires, je dis, je vous donne 2 heures de ma vie, on partage. Allez aussi vers ces gens-là. Allez faire un tour dans ces hôpitaux. Il y a combien de femmes de ministres au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Bénin, qui ont des centaines de millions, qui ont des banques dans les maisons, mais qui ne font pas qui ne font pas des petits tours dans les maternités, où on attache encore les mamans prisonnières parce qu'elles ne peuvent pas payer une césarienne. Vous savez combien d'enfants ne mangent pas en prison? Est-ce que vous savez, c'est tout ça qui m'a poussé à me dire, je ne peux plus vivre dans un pays où l'homme n'existe pas. L'homme avec H. Ils ont tué l'homme là-bas. Tout est devenu politique. Maintenant, vous mettez 2 hommes, 2 frères même, avant le matin, on dit que l'autre a volé, l'autre n'a pas volé. La culture occidentale nous a donné des choses. Il faut qu'on en sorte.
Quand tu ne donnes donc pas, comment tu veux que Dieu te donne? Je pense que l'Afrique est pauvre spirituellement sur cette loi de la nature. Comme on ne donne pas, on ne peut pas avoir. Si tu ne regardes pas la misère des autres, tu ne peux pas recevoir les bonheurs des autres. Quand un président vient parce qu'il a tué son oncle et il meurt parce que son fils ou quelqu'un de l'endroit l'a aussi tué, les gens se plaignent. Mais il reçoit ce qu'il a donné. La vie est juste. Il faut payer. Et nous ne pouvons pas obtenir de grâce, de grandeur, si nous ne donnons pas. Calculez le nombre de lives que j'ai fait en 2 ans. Calculez le nombre de directs que j'ai fait dans la maladie ou la famine. Parfois, j'avais même pas 1 euro. Mais ça ne m'a pas empêché de faire 2 heures de live quotidiennement, d'enseignement. Et après, Dieu te dit, ton projet là, pourquoi tu le mets sous le tiroir? Il faut en parler. Et Dieu dit aussi à l'autre, mais toi, tu voulais faire un projet. Mais voilà, faites ensemble. J'ai compris. Je suis un pauvre. On est venu vers moi. Moi aussi, je suis allé vers quelqu'un. C'est ça qui crée la richesse. L'homme n'y est plus, Dieu n'y est plus. L'Afrique n'a pas de problème. L'Afrique a un problème avec elle-même. L'homme. Qui est l'homme? Comment on voit l'autre? Et les Sud-Africains ont une chose, une théorie philosophique qu'on devrait enseigner partout. Ça s'appelle l'Ubuntu. C'est Mandela qui a essayé de populariser ça. L'Ubuntu, ça veut dire l'humanisme absolu. C'est l'homme. Mais là, les gens vont te parler de Habermas, l'histoire de la philosophie moderne, l'histoire moderne de la pensée. C'est pas faux. Moi-même, je lis beaucoup. Mais nous devons nous battre pour qu'on donne. Quand tu es riche, va vers les pauvres. Moi, j'ai la connexion. J'ai un costume propre, j'ai une cravate, j'ai une chemise belle, j'ai de la tête un peu. Mais il faut que j'aille vers les gens qui ne savent pas lire. Il faut que je fasse cet effort-là, que je sois suivi ou pas, qu'on m'attende ou pas. Il faut que mon devoir soit là. Est-ce que je suis allé vers vous? Oui. Dieu dit c'est bon. Donnez-lui un toit. Est-ce que ceux qui arrivent vers moi aussi, j'ai des messages tous les jours, je peux encore vous en lire là. Pépé, est-ce que toi tu donnes? Oui, tu donnes. Allez. Est-ce que toi aussi on peut te donner? Oui, on peut te donner. Donc pour donner, c'est le donnant-donner. N'est-ce pas? Et je ne veux plus. Je faisais un séminaire, une conférence la dernière fois, et je discutais avec des gens, et ils me disaient, oui, mais Pépé, ce que tu dis là est bien, mais on n'a dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je dis, qui a dit ça? Est-ce que c'est parce qu'on nous dit tout ici qu'il faut aller réciter tout là-bas? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Quelqu'un est en train de mourir, prends le téléphone, tu appelles. Peut-être qu'il n'a pas d'unité. Peut-être qu'il est tellement affamé, peut-être qu'il est tellement démoralisé qu'il n'arrive même pas à aller trouver un... Ton coup de fil peut le booster. Prenez, avant la fin de ce direct, prenez votre téléphone, appelez n'importe qui. Appelez quelqu'un qui vous est cher. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis. S'il vous plaît. Faites ça pour moi. Faites ça pour moi. Et vous verrez, parfois, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ça ne veut rien dire, non? Donc vous êtes égoïste. Vous piégez les gens. Avec votre argent, votre pouvoir, vos postes, vos trucs. Donc comme il ne vient pas, je ne le cherche pas. Je me débarrasse de lui. C'est pour ça qu'on est pauvre. Tu peux prendre ton téléphone. Ah, tiens, je ne t'ai pas vu depuis une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de nouvelles depuis un mois. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de tes nouvelles depuis 10 jours. Est-ce que tu vas bien? Je voulais juste me rassurer.
Ça s'appelle la bienveillance. Donc, dans notre petit tableau, il faut savoir demander à Dieu, savoir invoquer, prier si vous voulez, et puis être bien. N'écoutez pas les gens, hein. Aucun méchant ne va loin. Aucun méchant n'est heureux. Même le méchant a un problème, c'est un pauvre d'esprit. Il faut aider le méchant. J'avais un ami qui était extrêmement riche. À une époque, il faisait une soirée chez lui et il nous avait conviés. Il y avait beaucoup de personnalités. Et il est entré dans la cuisine. Pendant qu'il y avait la réception, il s'est mis à insulter son majordome, son maître d'hôtel, en le traitant de tous les mots. Mais il avait oublié que la musique était coupée. Donc tout le monde entendait. Et il disait, les gambas, c'est pas pour tout le monde. Donc il grondait le maître d'hôtel parce qu'il a servi les gambas pour tous les invités. Un milliardaire qui estime que les gambas pour ses invités, donc il y a des invités qui doivent manger les gambas et pas d'autres. Et tout le monde a suivi. Et quand il est sorti, tout le respect. Les petites choses, les gambas. 2 gambas dans le ventre méritent qu'on nous traite comme des moins que rien. Et c'est cette Afrique-là, ici, partout, aux États-Unis, partout, il y a les riches. Hein. Il y a les riches partout, mais ils ont une autre démarche. Quand ils veulent jouer au golf, ils créent quand même un stade de football à côté. Quand ils veulent faire l'équitation ou mettre leurs enfants là-bas, si vous ne pouvez pas accéder, on met quand même un terrain de handball. On met des petites choses aussi pour vous là-bas. L'Afrique donc se développe aujourd'hui sans rien pour les autres. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. BKZ, ça sera la télévision où on va aussi parler de culture. Hein? Je suis tombé hier. Il ne faut pas seulement parler de nos livres, de mes livres. Il faut l'acheter, hein, bien sûr. Mais je suis tombé sur le livre de cette jeune. S'il n'y a pas de télévision pour vanter, aujourd'hui tout le monde fait les débats. La télé, c'est la politique, les injures. Mouf, mouf, mouf là-bas, mouf ici. Tu as volé, toi aussi tu as volé. Tu es voleur, c'est toi le voleur. Et puis le peuple ne retient rien. Il y a des jeunes, voilà un livre par exemple d'une jeune sœur, Christelle Nadia Fotso, défigurée. C'est une brillante fille. Elle a un doctorat, elle est avocate. Hein. Je pense qu'elle a un handicap, mais c'est pas important. Voilà. Elle est pauvre? Je pense pas. Elle est riche parce que malgré son handicap, elle donne du savoir. Elle partage. Et c'est la fille de l'homme le plus riche du Cameroun qui est décédé, Yves Michel, Victor Fotso, le père. Elle vient d'écrire ce livre, c'est son 4e. Défiguré, c'est un livre qui vous fend le cœur. Ça vous fend le cœur. Elle vous prouve comment l'homme le plus riche du monde et d'Afrique, à une époque, peut laisser les enfants les plus pauvres. Les discordes, les querelles de famille, les intrigues, la méchanceté, la fourberie humaine au grand jour, le manque de vision aussi de son géniteur qui n'a pas su laisser des consignes fermes, le notariat, sécuriser les biens pour la succession, la pérennisation de l'héritage. Elle s'appelle Christelle Nadia Fotso. C'est une histoire personnelle aussi, je peux en parler parce que je suis rentré au Cameroun avec un de mes frères, Franck Fotso, le fils, son frère. Ils sont très nombreux, mais Franck Fotso, gros parcours, MBA, formé aux États-Unis et en France. Et il a pris la gestion d'une partie de patrimoine de Pilcam à l'époque. Il était vice-président du groupe Fotso. Et j'ai connu ce jeune-là avait des idées, des grandes idées. Mais j'ai vu comment, même dans la famille, on a commencé à le broyer. Même dans la famille, c'est-à-dire proche. Et c'est ça, nous faisons
des empires, nous laissons des immeubles, nous avons des enfants qui viennent de partout, qui ont des énergies négatives, souvent totalement antinomiques. Ils se détestent plus que les chats et les chiens et ils finissent par s'entretuer. Alors, Nadia Fotso, elle a pris son courage. Beaucoup se taisent, mais elle a dit, elle parle. Et c'est trop fort. J'étais un enfant. Ce monstre qu'ils fabriquent avec leurs regrets. Ainsi de Jean-Paul Sartre. Les mots avec lesquels on empoisonne le cœur d'un enfant, par petitesse ou par ignorance, restent enquistés dans sa mémoire et tôt ou tard, il brûle l'âme. Elle est très forte. Dans une télé, on aimerait bien. Alors, j'ai aussi, ça c'est Pougala, géostratégie africaine. C'est un type qui fait les affaires. C'est un petit penseur. Mais il est pratique. Il a ses champs, il a ses industries, il est créé. Voilà des gens qui me plairaient bien d'écouter, de donner la parole. Et puis, bon, il y a moi-même. Hein? Bon, mais ça, vous connaissez. Mais si vous ne créez pas l'intelligence, oui, je parlais du père Fotso. Bon, Barthélemy Togo, c'est l'un des plus grands artistes du monde. Français, d'origine camerounaise. C'est une pépite. Il faut. J'ai ce livre de Barack Obama, Hopeless. J'adore tellement Barack Obama, sa femme et tout. J'ai lu tous les œuvres. Et puis ce monsieur, lui, vient nous dire que Barack n'est rien. Et au lieu de jeter, j'ai acheté. Il faut lire les autres. Il faut comparer. Hopeless. Hopeless, ça veut dire désespoir, non? Sans espoir. Donc, il faut lire. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que nous avons menti à nos peuples. Vous ne pouvez pas. Ils nous donnent Facebook aujourd'hui pour qu'on s'insulte. Ils nous donnent Facebook pour qu'on mange, qu'on danse, qu'on remue les fesses. Mais ils ne nous disent pas la vérité. Le vrai savoir sera toujours dans la pensée. Le vrai savoir ne va jamais être dans la rue. Et tant que les peuples vont danser, vont manger, vont présenter leur... Nous ne pourrons jamais avoir les bases du développement. C'est l'idée qui est la sorcellerie. L'idée, c'est Dieu. L'idée, c'est Dieu. Vous savez, l'idée nous apporte aussi la vérité. Il faut savoir dire la vérité. Quoi qu'il vous en coûte, dites toujours la vérité. J'ai rencontré une jeune sœur à qui j'ai tenu un discours profond la dernière fois. On ne lui avait jamais parlé comme ça. Évidemment, elle est sur les réseaux sociaux. Évidemment, j'ai vu sa peau se dégrader de jour en jour. Elle est mon amie sur Facebook depuis près de 8 ans. Et j'ai eu le courage de lui dire, ma chère sœur, c'est vrai, je ne sais pas qui vient te cogner à ta porte la nuit. Je ne sais pas ce qu'ils te disent, mais personne ne t'a dit que ta peau est en danger. Je t'ai vu vendre les mérites du glutathione. Glutathione, c'est des produits injectés. C'est dangereux, c'est toxique pour ta peau. Au début, elle était choquée, mais à la fin, elle m'a rappelé, elle me dit, Pépé, merci pour ta leçon. Je vais voir mon dermatologue. Le glutathione, se décaper la peau, c'est la chose la plus dangereuse qui puisse nous arriver. C'est la plus dangereuse. Parce que c'est pas que le glutathione soit mauvais. Mais quand tu lis là, tu regardes la formule du glutathione, la masse molaire, la formule brute, le nom UPCA, le code, tu te rends compte que nous ne devons pas utiliser ces choses au quotidien. Et pour la peau. Le glutathione a une valeur trop ajoutée, devient un poison. La dose, c'est le poison. Et nos sœurs qui s'injectent, c'est pas le but du glutathione. Et donc, quand j'ai parlé à ma sœur, à ma jeune sœur là, elle a boudé, je pense, pendant 5 jours, mais elle m'a rappelé, elle m'a dit, Pépé, il n'y a que toi qui m'as dit la vérité. Je ne vais peut-être pas arrêter tout de suite, mais je ne continue plus avec cette histoire.
Donc parfois, disons la vérité aux proches. Allons, c'est une pauvreté. Quand quelqu'un se décape la peau, par exemple, c'est un rejet de son identité. Et ça vient de ce qu'on parle, de ce qu'on lui a dit à la télé, de ce qu'on lui a dit à l'école, de ce qu'on lui a dit dans la famille. Vous écoutez souvent nos sœurs ici quand elles s'engueulent, elle dit, une autre dit à l'autre, tu es noir comme la marmite. Tu es noir comme le fond de la marmite. Un noir qui dit à un autre. Vous avez suivi un reportage à la télé l'autre jour, ou un reportage dans une chaîne de télé qui présente un noir comme un singe. Ceux qui font ce reportage sont plus singes que lui. Mais il croit détruire son humanité. Et c'est fait par eux-mêmes. C'est l'ignorance toujours. Et c'est notre rôle. On ne peut pas tout changer. Je n'ai pas la prétention, mais il ne faut pas tout laisser. Il faut continuer à aider, continuer d'enseigner, continuer de donner pour que les gens se sentent libres, pour que la vie avance, pour qu'on soit heureux. Je ne suis pas sûr qu'on sera tous heureux, mais grâce à l'humilité, la tolérance, le bon cœur, nous pouvons avoir une belle vie. Voilà un peu ce que BKZ va essayer de faire. Ça sera pas la télé des témoins de Jéhovah, hein, entre guillemets. Euh, mais ça sera une télé où on va s'exprimer largement. D'ailleurs, j'avais un oncle qui était témoin de Jéhovah et tous ses enfants avec. Alors, quand ses enfants arrivaient en congé, et il envoyait souvent son fils en congé chez nous, qui est notre frère, qui est notre cousin, cet enfant-là était en difficulté parce que nous on mangeait des bons gibiers. Un bon pangolin, un bon sauté, un bon domba de porc épic. Et le gars dit qu'il ne mange pas parce qu'il ne mange pas étouffé. Au bout de deux jours, 2, 3 jours, il a dit à ma grand-mère, non, Mbombo, je ne suis plus témoin de Jéhovah. Je mange déjà étouffé. Parce que lui, on lui faisait la sardine et le petit poisson fumé et tout ça. Il nous voyait manger du bon facochère. Le gars, au bout de 2, 3 jours, il a dit qu'il n'est plus témoin de Jéhovah. Donc, il a dit qu'il n'est plus là-dedans. C'est insupportable. Tout le monde veut bien vivre. Et quand je pense à ça, c'est des souvenirs qui restent. Et je parlais tout à l'heure de donner. Ne soyez pas... L'Afrique est pauvre et les gens, la plupart du temps, sont pauvres parce que ils donnent tout à l'extérieur, mais rien chez eux. L'Africain veut donner tout. Il veut aller en Europe prouver qu'il est intelligent, mais pas chez lui. Il veut montrer aux autres que oui, il est riche. Aux autres, il est prêt à dépanner. Mais pas, vous n'avez jamais connu des gens comme ça, même dans vos familles. On a des parents qui ne riaient jamais à la maison. Quand les étrangers arrivent, oh, venez, prenez place, vous êtes grands. Il apprécie les enfants des voisins, tel à Benerbach, l'autre a passé, l'autre à l'université. Tout ce qui est bien, c'est ailleurs, mais ses propres enfants, il ne rit pas. Sa propre femme, il ne rit pas. Partagez ce direct, c'est très important. Et c'est un pauvre en réalité. Il fait ça par opportunisme parce qu'il a un intérêt dehors. Dans l'intérieur, il n'a pas d'intérêt. Il n'a pas d'intérêt. Il est malheureux avec les siens. Comment tu peux être malheureux avec ta femme, tes enfants, bref, ta famille, en espérant être heureux avec les autres? Vous n'avez pas connu ça? Vous êtes ce genre de parents? Il y a des mamans qui ne rient jamais. Quand elle est ailleurs, tu entends les rires de ta mère chez les voisins. Dès qu'elle commence à venir, personne ne rit plus. On dit, maman arrive. Papa arrive, tout le monde est sous le lit. C'est des gens malheureux. C'est des gens malheureux. Ils sont sympathiques à l'extérieur, antipathiques à l'intérieur. Même dans la vraie vie, les gens sourient avec vous, mais ils sont mal eux-mêmes.
Il faut investir. Commencez à voir la vie bien. Mangez un bon repas. Prenez soin de votre corps. Souriez à vos enfants. Donnez de l'amour. Faites des bisous à vos enfants. Faites des cadeaux. Jouez avec vos enfants. Aimez. Faites bisous à votre femme. Dites-lui que vous l'aimez. Et comme ça, dehors, vous continuez de faire ce que vous avez fait chez vous. N'est-ce pas? On a terminé? Alors, pour Abidjan, je pense que commencez déjà à réserver. Je voulais vous lire un des passages de ce livre. On va essayer de voir, hein? Je ne sais pas quelle page. Restez connectés, partagez, parce que je vais vous lire un seul petit passage. Pas au ministère de la jalousie, mais ça, c'est un best-seller. Ce livre-ci, c'est mon plus grand livre. C'est bizarre. Hein? J'en ai écrit une dizaine, mais attendez, je vous trouve le livre, le titre. Colette, quel est le titre de ce livre? Colette connaît tous mes livres par cœur. Attendez. Quel est le titre de ce livre? La lettre au prisonnier, 113. Ça, c'est pour les initiés. Abat, abat les masques. Le titre, c'est la lettre au prisonnier. C'est-à-dire, j'étais parti dans une métaphore pour parler de la politique, de la situation en Afrique. Et je disais que les présidents, dans leur palais, sont devenus les prisonniers de leurs prisonniers qu'ils enferment. C'est beau, non? Et imaginez le scénario. Toi, tu mets les gens en prison, mais en réalité, tu es leur prisonnier parce que tu ne peux plus te mouvoir. Tu as une conscience parce que c'était les tiens. C'est toi qui les as mis là. Tu les as poussés à la faute et tu les as punis et tu les enfermes. Mais attention, eux aussi te guettent. Donc, ça commence par ceci. Écoutez bien. Abat, abat les masques. Il y a un prisonnier dans un pays qui s'appelle Abba Abba. N'est-ce pas? Du fond de mon cachot, ne m'abattez pas. C'est trop. C'est écrit il y a 15 ans. Si je ne m'abuse, j'étais votre fidèle serviteur. Même si je ne le suis plus, je reste votre serviteur. Je n'ai fait que ça. D'ailleurs, force est de constater que pour une poignée de milliards, on veut me faire passer au billard. Rien que ça. Pour tout ce que j'ai pu donner au peuple, surtout à vous, grand monstre, pardon, grand maître, ma bouche a glissé. Dans ce pays, on nous dit force est au droit, mais c'est le droit de la force. Sans jugement, on m'a jeté dans la fosse au lion. Fosse au lion. Dans un pays imaginaire. Sans jugement, on m'a jeté dans la fosse au lion. Fosse au lion. Fosse. Alors, le but des étudiants à l'époque, c'était de trouver combien de noms sont... Ouais, c'est l'été des noms. Non, allez, on fait ça tranquillement. On m'a jeté dans la fosse au lion. Et pourtant, papa m'avait dit, mais mes amis m'ont noyé. Surtout que moi, je suis un urbain. Urbain au Languena. Je suis un urbain Manguissa. Et c'est la politique qui m'a amené dans ces villages et campagnes à la recherche du fief électoral. Que Dieu maudisse ces salauds qui, après avoir fini d'égorger mes bœufs, veulent m'égorger aussi. Même mon grade ne leur fait plus peur. Quand je pense qu'il faut une vingtaine, qu'il faut 20 à 30 ans pour former un colonel. Mes frères, je suis tondu et tondé. Tôt ou tard,
je serais pendu, oublié de tous, moi qui croyais que tôt ou tard mon écho porterait. Je voulais être votre porte-parole et, dans ce réduit de 2 mètres carrés, je suis réduit à tolérer la présence des rats, des moustiques, qui se font entendre comme une sorte de symphonie maudite qui vient rappeler l'environnement apocalyptique qui est désormais le vôtre. J'en ai marre. Oui, franchement, marre. Sortez-moi vite de ce marigot, j'en ai marre, Marafat. Au fait, j'en ai marre. Marafat, venons-en au fait. Oui, franchement, j'en ai marre. Quand j'écris et je publie mes lettres dans les journaux que je paye, en face, ils publient la liste de mes maris, sous prétexte que je suis gay. Mais comment puis-je être gay ici? On ne peut pas être gay en prison. Tout est triste, glauque, noir, sombre. J'ai peur pour ma vie. Je vous prends à témoin, vous mon peuple, que je ne saluais même jamais. En fait, je ne vous voyais pas de haut, de si haut. Qui a dit qu'aussi haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son séant, pour ne pas dire sur son cul? Aujourd'hui, on veut me faire passer pour celui qui se gavait de celui des autres, comme on se gave du mien. Là-bas, en ces hauts lieux de secte et de magie, pour une promotion et la sieste canapé, tout au bout. C'est fou ce qui m'arrive. Même mes fidèles amis me fuient. N'allez pas croire qu'il n'y a que du plaisir quand on vous tourne le dos. Tu as beau dormir sur tes lauriers, au cachot, t'es le plus beau. C'est un leurre. Ils m'ont leurré en repartant avec de juteux contrats et en m'écartant de leur réseau pendant que je suis terré ici matin et soir. Et toi, grand monstre, tue-moi, tue-nous tous, et dois-tu tous. Je sais que désormais je risque de finir ma vie ici, moi grand commis de l'État, homme de sérail, ton médecin. Avant tout, sur moi était blanc, chaussures, veston et même le stylo. Aujourd'hui, du fond de ma cellule, on n'aperçoit plus que mes cheveux blancs et ma moustache blanchie par l'âge, certes, mais soutenu par un stress insoutenable. Ce système que nous avons contribué à mettre en place est déshumanisant et vous met en haut. On vous met en haut, après on enlève l'échelle et dure est la chute. Ouf! Dans notre prison, la femme met barre à le sol comme autrefois le nouveau-né est déjà condamné. N'ayez pas pitié de lui. Avant lui, des milliers d'autres ont connu le même sort, ainsi que tous les recoins du milieu carcéral. Ils connaissent la partition. Ma voisine de cellule qui, après 4 années passées ici, ignore toujours aussi la date de son procès. Elle s'est forgé un mental de mec, un mental à la dure, vital dans ce milieu, elle, jadis si fière, dont la survie dépend aujourd'hui de quelques autres co-détenus. Elle espère, comme nous tous, qu'une fois arrivés à bon port, nous serons tous autonomes. On a arrêté les gens du port autonome. Siam Siéwé. Quand je me regarde, je me désole. Et quand je vous regarde, je me console. Oui, je m'adresse à vous, mon peuple. Je vous prends à témoin, car sachez que si ce n'est pas vous qui m'avez mis ici, c'est bien pour vous que je me battrai une fois sorti de ce trou. Je vous promets que nous prendrons le pouvoir par tous les moyens et nous renverserons ce régime sanguinaire et dictatorial par tous les moyens pour que règne enfin la démocratie. Je me battrai pour vous. Je connais ce système. J'en étais le moteur. Je vous propose un pacte de confiance. Pour vous, ce sera la conquête du pouvoir, pour moi la reconquête. Je ne vais pas vous le cacher, depuis des lustres, je rêve d'être calife à la place du calife. Restons donc collés et serrés, comme des frères siamois, Siam, Siéwé, c'est oui, si on vit le pacte. D'ailleurs, je mettrai ma main au feu si par extraordinaire on arrivait à nous prouver qu'on peut être aux affaires chez nous sans taper dans la caisse. Alors pourquoi ce faux procès sur notre présumé enrichissement illicite? J'ai vu tellement d'anciens ministres indexés et raillés juste parce qu'ils sont tombés et paumés
Alors on s'arrange comme on peut en mettant un peu de côté, nous les ministres, les DG aussi. Nous croyons que cette opération est à tête chercheuse. Sinon, comment expliquer que certains de nos collègues et amis d'hier restent en liberté? Eux qui ont pourtant avoué sur la place publique avoir tapé dans la caisse tout au moins autant que nous. Pour ces dinosaures, il a suffi de demander pardon. Pour que nos bulldozers, Mendoza, paix à son âme, évitent de détruire ce qu'ils ont bâti toute leur vie sur le dos des autres, grâce au sang des innocents, oubliant que la loi est la même pour tous. Sachez-le, grand monstre, j'ai un destin de président. Même si je suis assigné en résidence, je continuerai de me battre pour mon peuple et moi. Enfin, surtout pour moi. Certains disent que je ne roulais que pour moi. Ils sont très loin de la réalité. Car une fois aux affaires, j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, toute ma vie, je n'ai fait que ça. Des dons et des dons. On donne, tu es où? Et chez nous, plus on donne plus. J'ai fait des dons jusqu'au palais. Et le pire, c'est qu'après, il n'y a jamais personne pour vous dire un petit merci. C'est dur la lecture. Allez, bon après-midi. Si on a un peu de temps, on revient le soir. On attaque un autre sujet avec le téléphone ouvert. Abidjan, 5 juin, conférence, 9 juin, hôtel Pullman. Au plateau, je serai ivoirien à 100%. Préparez-moi la sauce graine et le plat cali. Voilà, je serai heureux d'être avec vous. Je vous adore. Akeva.